La place du souvenir africain est un espace de mémoire rattaché au ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal. Elle représente un espace de commémoration des grandes figures symboliques qui ont fait l'ineffaçable mémoire des peuples de l'Afrique et de la diaspora. À cet effet, nous vous proposons tous les 15 jours e-souvenir, un concept qui a pour but de vous faire connaître et redécouvrir les grandes figures ayant marqué les consciences collectives. E-souvenir vous présente Claude McKay, le bourlingueur d'Harlem. Claude McKay, de son vrai nom Festus Claudius McKay, est un écrivain poète d'origine jamaïcaine puis naturalisé américain, né le 15 septembre 1889 à James Hill, Clarendon, Jamaïque. Il se consacre très tôt à la poésie dans sa langue natale, avant de publier ses 2 premiers recueils de poésie, Songs of Jamaica en 1912, puis Constat Ballads à la même année. Je dois me réjouir du choix qui a été opéré par la place du souvenir, de parler de Claude McKay, mais au-delà de Claude McKay, de parler de tous ces héros, entre guillemets, de toutes ces personnalités qui ont marqué l'histoire, au-delà de l'Afrique, l'histoire de l'homme noir. En fait, elles sont liées, ces 2 histoires. L'histoire de l'homme noir, au sens large, c'est aussi l'histoire de l'Afrique. On pourrait dire que l'histoire de l'homme tout court, c'est l'histoire de l'Afrique, puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité. Dans le cas d'espèce, nous avons Claude McKay. C'est quelqu'un qui, justement, a un itinéraire qui, à la fois, l'a mis en situation de continent, même si c'est une île à côté du continent, mais en situation également de noir de la diaspora, puisqu'il a vécu le plus clair de son temps en dehors du continent africain. Claude McKay est un Jamaïcain à l'origine. Il est né Jamaïcain. De parents Jamaïcains. La Jamaïque étant constituée, vous le savez, principalement de Noirs qui sont issus de cette traite négrière. C'est le pays aussi où s'est développé plus tard le reggae. À la faveur d'une bourse, il se rendit aux États-Unis en 1912 pour étudier l'agronomie au Tuskegee Institute de Booker Taliaferro, Washington. Il éprouve un véritable choc en se retrouvant confronté au racisme et aux lois ségrégationnistes en vigueur à Charleston, en Caroline du Sud. Claude McKay est Jamaïcain d'origine qui est parti aux États-Unis à la faveur d'une bourse d'études. Il avait une 20aine d'années. Il venait quand même déjà de publier son premier recueil de poésie, consacré à la Jamaïque. Et dans ce recueil, ce qui était exceptionnel à l'époque, c'est qu'il avait aussi écrit en langue locale et en français, bien entendu. Arrivé aux États-Unis, il a commencé par poursuivre des études d'agronome, qu'il a abandonné très vite, parce que ça ne lui ressemblait pas. Il a changé de ville et il s'est consacré à partir de ce moment-là entièrement à l'écriture. Écriture de poésie, écriture de romans aussi. Dans cet univers des États-Unis de l'époque, au début du XXe siècle, Claude McKay est confronté, comme tous les Noirs, à la ségrégation raciale, au racisme, qui est d'autant plus violent chez lui qu'il venait d'un pays où il n'y avait pas ça. C'est un émigré, entre guillemets. Mais là, il le ressent très fortement. Les places qu'on ne peut pas visiter, les places qu'on ne peut pas occuper, le regard de l'autre, et la violence. Au-delà de la violence, disons, morale, la violence physique aussi, qui faisait que des Noirs étaient brimés. On en a eu d'ailleurs un exemple il n'y a pas longtemps avec George Floyd. C'était cette violence-là qui s'exerçait aussi à l'époque de manière beaucoup plus forte sur les Noirs. Évidemment, pour quelqu'un qui est un intellectuel, qui est un poète, qui a vécu, qui vit très fortement avec sa propre conscience et sa propre sensibilité, il était quasiment impossible qu'il ne réagisse pas à l'époque devant une telle situation. Il s'est donc engagé dans le mouvement de défense des Noirs, dans le mouvement de ce qu'on va appeler la Renaissance noire, la Renaissance de Harlem. Il a subi quand même une influence première. C'est l'influence de
de Du Bois, celui qui a véritablement poussé le mouvement très très loin, très fort, celui de la Renaissance des Noirs. Ça, c'est un peu ce mouvement-là. Et plus tard, d'ailleurs, vous savez, il va ne plus s'entendre avec Du Bois pour des questions d'idéologie. Claude McKay, plus tard, va suivre un peu le même mouvement que Aimé Césaire, communiste d'abord. Ils ont ensuite changé, écrivant d'ailleurs des lettres exemplaires pour dire qu'ils ne s'entendaient plus avec ce mouvement-là et qu'ils revenaient à d'autres positions de gauche, bien entendu, mais moins extrémistes que le communisme. Ce qui le caractérise par donc, fort de tout cela, je crois qu'il a eu besoin, il a eu un appel d'air, n'est-ce pas? L'appel du large, comme on dit. Il avait déjà senti cet appel, il y avait répondu en quittant la Jamaïque pour venir aux États-Unis. Mais les États-Unis n'étaient pas une frontière fermée pour lui, c'était une porte. Et à partir de là, il a commencé à sillonner le monde pour aller rencontrer les autres, se confronter aux idées des autres, aux idées du monde. Il n'y avait pas le téléphone portable, il n'y avait pas Internet à cette époque-là. Pour savoir, il fallait y aller. Il n'y avait pas le cinéma non plus, il n'y avait pas la télévision. Mais les grands conquérants, à l'époque et aujourd'hui encore, sont des voyageurs, comme Claude McKay. Il est parti des États-Unis pour l'Europe, l'Angleterre, la France, bien entendu. Il est allé plus loin, il est allé en Russie. Et il a séjourné aussi en Afrique, mais en Afrique du Nord, au Maroc plus précisément. Tout ça, c'est pour gagner en expérience, se frotter aux idées des autres et vivre la vie de ceux qui défendent l'humain. Parce que lutter pour les Noirs, c'est lutter simplement pour l'humanité, pour l'humain. Sa vie connaîtra une tournure décisive à la suite de pratiques ségrégationnistes dans son institut en Caroline du Sud, qui ouvriront une carrière nouvelle d'écrivain-poète engagé pour l'émancipation intellectuelle de l'homme noir. Cet engagement l'inspirera pour des conquêtes intellectuelles avec des sociétés de lettres négro-africaines établies à Marseille, coïncidera avec la publication de ses deux premiers romans, à savoir Home to Harlem en 1928, un best-seller qui lui valut un Armand Gold Award, Banjo, publié en 1929. Il effectuera des pérégrinations intellectuelles à Londres, en Russie, en Europe et en Afrique du Nord, plus précisément au Maroc, où il a publié son dernier roman, Banana Bottom, en 1933. En 1934, McKay décida de retourner dans sa terre d'adoption pour se consacrer au prolongement de son œuvre littéraire avec la publication de ses deux autobiographies, A Long Way From Home en 1937 et Harlem Negropolis en 1940. Nous sommes tous intéressés par Claude McKay, singulièrement par son séjour en France. Ce séjour lui a permis de fréquenter les Noirs africains qui étaient étudiants en France, africains et caribéens d'ailleurs, qui étudiaient en France et qui avaient créé des mouvements aussi pour l'identité de l'homme noir. Ce sont Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, etc., Langston Hughes, etc. Ces Noirs-là, qui avaient d'abord créé un mouvement qui s'appelait Légitime Défense, ensuite qui avaient créé le mouvement de la négritude, et qui se réunissaient chez les sœurs Nadal, très connues. J'ai entendu il n'y a pas longtemps un grand intellectuel, mais qui n'y paraît pas, c'est le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a rappelé cet épisode où les Noirs se retrouvaient chez les sœurs Nadal, qui était une espèce de salon où les intellectuels noirs se retrouvaient pour échanger sur eux-mêmes, sur leur avenir et tout cela. Et il y a là, dans cette effervescence de la maison, du salon des Nadal, Claude McKay donc a rencontré cette intelligentsia africaine. Il n'aura pas vécu malheureusement trop longtemps, Claude McKay. Bien qu'il ait eu très intense avec ces gens-là,
il a pu avoir une connaissance plus profonde de l'Afrique. Il est mort très jeune, dans les années 40, 44 ou 45, je crois. Et ça ne lui a pas permis de faire, comme Césaire l'a fait, un retour vraiment en Afrique noire. Il a été au Maroc, mais pas en Afrique noire. Dans sa littérature, dans sa production littéraire, j'ai évoqué tout à l'heure ce premier recueil qu'il a écrit quand il était jeune en Jamaïque, où il évoquait la vie jamaïcaine. Beaucoup ont travaillé, c'est Banjo. Banjo, personnellement, c'est celui que je préfère. Pourquoi? Parce que c'est d'abord sa vie, son itinérance. C'est quand il était à Marseille qu'il l'a écrit. Et c'était aussi pour lui parler de la colonisation, que lui n'a pas connue, mais qu'il a vécu à travers les Noirs qui étaient à Marseille. Je ne sais pas si vous connaissez Marseille, mais c'est un peu un espace de rencontre là, à côté de la Méditerranée, où les peuples du Maghreb vivent longtemps, et où ont séjourné aussi beaucoup d'Africains noirs, parce qu'il y a le port, parce qu'il y a le port de Marseille. Les deux principaux, c'est Marseille et Bordeaux, d'où venaient les bateaux. Mais c'est là aussi qu'étaient les maisons de commerce qui étaient en Afrique. C'était une maison de commerce marseillaise ou bordelaise. Donc ça a traîné beaucoup de Noirs. Si vous avez étudié Sembène Ousmane, vous verrez que lui-même a séjourné là-bas en tant que docker au port et que ça lui donnait, un de ses romans, le premier, le docker noir. Donc Banjo parle un peu de la colonisation et de ses méfaits, à travers le regard qu'il en a à partir de ces Noirs, de ces Arabes qui vivaient avec lui à Marseille. Le titre, c'est Banjo. Il vient d'être réédité. Il a été réédité il y a un mois et demi. Et dans cette dernière version, le titre a changé. Et il a repris le titre originel que Claude Maquet lui-même l'avait donné. Il avait intitulé Romance in Marseille. Romance à Marseille. Ça n'a rien d'une romance. Vrai. Il a eu, par ses écrits, Claude Maquet, quelques difficultés avec celui qui l'a inspiré d'abord, qui est Du Bois, William Du Bois, parce qu'à un moment donné, dans un de ses romans, il a évoqué des sujets plutôt lubriques. Et Du Bois a pensé qu'un Africain, un Noir, ne devait pas écrire ça, parce que ça donne une idée plutôt négative des Noirs. Les gens ont toujours pensé que le Noir, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, c'est quelqu'un qui vit dans la lubricité, c'est quelqu'un qui vit dans la débauche, c'est quelqu'un, voilà. Et Du Bois n'a pas aimé. Un peu comme on le sentirait aujourd'hui pour un certain livre qui est paru chez nous et pour lequel il y a aussi des critiques assez féroces par certaines catégories. En réalité, on verra plus tard que ce n'était pas ça du tout, et que Du Bois, pour une fois, s'est trompé d'appréciation. Car Claude Maquet est un véritable noir, imbu des valeurs de culture noire, riche des projets d'évolution, j'allais dire humaine, des Noirs, porteur de tous ces talents, ces talents de générosité en faveur de l'équilibre dans le comportement, dans l'appréciation qu'on peut faire, et qui voulait que l'humanité dans laquelle participent les Noirs soit une humanité vraiment qui réponde à son nom, qui est humaine, au sens large. Et c'est ça qui fait qu'il a été un modèle pour tous ceux qui l'ont approché, notamment, justement, comme je disais, les écrivains noirs qui vivaient avec lui à Paris et avec qui il a gardé d'excellents souvenirs. Il a publié, au-delà des romans et des poèmes, il a remporté quelques prix, il a publié dans les revues. Quelqu'un a cherché, je ne me souviens plus de son nom, à un moment donné, à Londres, ils ont créé une revue. Il a été journaliste là-bas, pour une fois, qu'il a accepté de se faire payer. Il a été journaliste salarié. Mais il avait une revue très communiste et en même temps littéraire et tout ça. Ils avaient voulu qu'il écrive là-dedans. Il a donné son accord.
Les recherches qui ont été faites n'ont montré qu'il n'a jamais écrit dans cette revue-là. Mais on peut retrouver des articles de Claude McKay dans la presse de l'époque, à Londres, en France, aux États-Unis même, autour de ses amis de la Renaissance de Harlem, la Negro-Renaissance, et quelque part aussi sur son itinéraire long en Russie, au Maroc, et voilà. C'est quelqu'un qu'on peut donner un exemple pour le souvenir. Et il peut, je pense, figurer à côté des grands hommes, des grands noirs, des grands africains, à la place du souvenir africain. Donc quand on est dans l'art, dans la littérature, il n'y a pas de position, j'allais dire, partisane, puisque tout le monde, quel que soit son truc, peut adhérer à ce qui est dit, parce qu'au fond, ce qui est déclamé là, c'est le beau. Dans la peinture, c'est le beau, dans l'écriture, c'est le beau. Tous ceux qui écrivent un roman ne sont pas de bons romanciers. Il faut qu'un roman, il est apprécié quand il est beau. Un tableau, il est beau. Une musique, elle est belle. Ceux qui font de la musique qui n'est pas belle, personne ne les écoute. C'est ce que vous voyez. Donc, l'œuvre d'art, l'artiste et l'œuvre d'art sont des gens qui sont capables d'amener à eux des personnes et peut-être à les influencer. À travers ses poèmes comme ses romans, Claude McKay décrit les réalités sociales éprouvées par les Noirs en Amérique et ailleurs. Le 22 mai 1948, à l'âge de 59 ans, il tire sa révérence après avoir incarné l'archétype de combattant, militant de la noblesse de l'art négro-africain et de la sacralité du génie créateur noir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement avec un nouveau portrait.